Eh bien, écoutez, je crois qu'on a attendu le petit temps nécessaire pour permettre à un retardateur d'arriver. Donc, nous allons commencer ce petit exposé. Donc, avec pour thème aujourd'hui la flottabilité du navire. Donc, on va commencer par cette notion, la flottabilité. Pour qu'un navire flotte à la surface de la mer, il doit pouvoir déplacer un nombre de tonnes d'eau de mer égal à sa propre masse. C'est ce qu'on appelle le déplacement. La masse du navire est de 8208 tonnes. Quel est le volume de la masse de l'eau déplacée? La masse du navire étant de 8208 tonnes, le navire déplace une masse d'eau de 8208 tonnes. La densité de l'eau de mer étant de 1,026, 1 mètre cube d'eau de mer a une masse de 1 tonne, 0,26. Si vous connaissez la masse d'un objet et la densité de son matériau, le volume de l'objet est obtenu en divisant la masse par la densité. Volume de la masse de l'eau, 8208 tonnes que divise 1,026 égale 8000 mètres cubes. Le volume de l'eau de mer déplacée est égal au volume de la partie immergée de la coque du navire. Le volume de l'eau est de 8000 mètres cubes. Quelle est la masse du navire? La densité de l'eau de mer étant 1,026, 1 mètre cube d'eau de mer a une masse de 1,026 tonnes. Si vous connaissez le volume d'un objet et la densité de son matériau, la masse de l'objet est obtenue en multipliant le volume par la densité. Masse du volume de l'eau, 8000 mètres cubes que multiplie 1,026 tonnes, égale 8208 tonnes. La masse du navire est égale à la masse du volume de l'eau. La masse du navire est égale à 8208 tonnes. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'activité maritime internationale, la langue principale, c'est l'anglais. Donc, c'est pour cette raison qu'à raison, dans le bimère et le seuil-mère, ceux qui ont écrit le texte de loi ont bien précisé qu'il devait y avoir quand même une acquisition de certains termes anglo-saxons, enfin de l'anglais maritime en particulier. Pour illustrer le lien entre la masse du navire, la masse de l'eau de mer déplacée, le volume de l'eau de mer déplacée, on va prendre en compte les unités anglo-saxonnes comme le pied cube. Le pied cube est un volume cubique dont chaque arête mesure environ 30,5 cm. Très précisément, 0,3048 mètres, c'est-à-dire 30,5 cm. Pour mémoire, un volume d'un tonneau de jauge brute valait 100 pieds cubes. Un pied égale 0,3048 mètres. Un pied cube, 0,3048 au cube, égale 0,0283 mètres cubes. Si je multiplie ça par 100, je trouve mes 2,83 mètres cubes. Un tonneau de jauge brute est bien égal à 2,83 mètres cubes. Vous voyez qu'il y a donc une concordance entre, d'une part, les unités impériales, puisque c'est leur vrai nom, les unités britanniques, et l'unité métrique. Notion de longue tonne et de pied cube. Rigoureusement, une longue tonne égale 1,016 tonnes métriques. On compte un volume de 35 pieds cubes par longue tonne d'eau de mer déplacée. Une longue tonne, c'est 35 pieds cubes. Un pied cube, c'est 1/35e de longue tonne. Donc ça va permettre de faciliter les calculs. On s'apprête à émerger un flotteur avec différents états de charge. Le flotteur plus son chargement, pesant 4 longues tonnes, il déplace 4 longues tonnes d'eau de mer. Une longue tonne égale 35 pieds cubes d'eau de mer, soit un volume d'eau de mer déplacé égal à 35 pieds cubes par longue tonne que multiplie 4 longues tonnes, c'est-à-dire un volume d'eau de mer déplacé de 140 pieds cubes. Je représente mon petit schéma, voilà, où s'en fait par débordement, on récupère 140 pieds cubes d'eau de mer déplacée.
pour une masse de 4 Langtonnes. Quand la masse d'un flotteur est de 16 Langtonnes, quel est le volume d'eau de mer déplacé? Comme une Langtonne égale 35 pieds cubes d'eau de mer, quand la masse d'un flotteur est de 16 Langtonnes, ce flotteur déplace un volume d'eau de mer égal à 16 Langtonnes, que multiplie 35 pieds cubes par tonne, égale un volume de 560 pieds cubes d'eau de mer. Quand un flotteur déplace 700 pieds cubes d'eau de mer, quelle est la masse du volume d'eau de mer déplacé, donc la masse du flotteur chargé? Comme 1 pied cube égale 1/35e de Langtonne, quand un flotteur déplace 700 pieds cubes d'eau de mer, la masse du volume d'eau de mer déplacé, donc la masse du flotteur chargé est égale à 700 pieds cubes que multiplie 1/35e de Langtonne par pied cube, et ça fait bien 20 Langtonnes. Voilà quelle peut être déjà simplement même pour permettre aux élèves de comprendre ces histoires de volume et de masse. Les unités anglo-saxonnes me paraissent plus faciles, d'usage plus facile. Nous allons nous intéresser maintenant aux forces en jeu. Chaque élément de la coque est soumis à une force verticale dirigée du haut vers le bas, le poids. Cette force est égale au poids d'éléments tel que poids égale masse de l'élément que multiplie gravité. Le poids d'un élément de la coque est une force exprimée en newtons. Un kilogramme poids est égal à 9,807 newtons. Une tonne poids est égale à 9807 newtons. Notion de kilogramme poids et de tonne poids. Le poids d'un élément de la coque est une force exprimée en newtons. Le poids d'un navire est égal à la somme des poids des éléments utilisés pour sa construction et du poids de son chargement. Le poids d'un navire est une force verticale qui s'applique du haut vers le bas. Le poids du navire est une force verticale s'appliquant du haut vers le bas au centre géométrique de la coque appelé centre de gravité G. G, c'est le symbole G vient de l'anglais gravity. Un flotteur plongé dans un liquide subit, de la part de celui-ci, une poussée verticale dirigée de bas en haut. La poussée de l'eau est une force exprimée en newtons. Cette poussée, égale au poids du liquide déplacé, passe par le centre géométrique du volume du liquide déplacé, c'est-à-dire le centre de carène B. Le symbole B vient de l'anglais buoyancy. Observons le schéma de gauche. Le poids est une force exprimée en newtons. L'objet émergé exerce une force verticale orientée vers le bas égale à 0,67 newtons mesurée sur le dynamomètre. Le récipient vide exerce une force verticale orientée vers le bas égale à 0,10 newtons mesurée sur le dynamomètre. Observons maintenant le schéma de droite. L'objet émergé exerce une force verticale orientée vers le bas égale à 0,40 newtons mesurée sur le dynamomètre au lieu de 0,67 newtons. Cette force a diminué de 0,67 newtons moins 0,40 newtons, elle a diminué de 0,27 newtons. L'objet étant immergé, il a déplacé un volume d'eau dans le récipient. Le récipient plus son contenu exerce une force verticale orientée vers le bas égale à 0,37 newtons mesurée sur le dynamomètre. La force développée par le volume d'eau déplacé est donc égale à 0,37 moins 0,10 de tar au début à 0,27 newtons. Le volume d'eau déplacé exerce sur l'objet émergé une force verticale orientée vers le haut égale à 0,27 newtons. En effet, on a bien 0,7 newtons moins 0,27 newtons égale 0,40 newtons. Alors ça peut être par exemple les prémices d'une expérience que vous pouvez faire avec les élèves pour leur faire comprendre ces histoires de déplacement et de masse, etc., quoi.
C'est une expérience qui peut être facile à mener. Facile à mener. À la fin de la petite intervention d'aujourd'hui, là, je vous dirai deux, trois choses qui vont pour compléter votre formation. Tout navire plongé dans une mer au repos peut être considéré comme un flotteur soumis à l'action de deux forces verticales. Son poids, force dirigée vers le bas qui s'applique au centre de gravité du navire G, une poussée, la poussée d'Archimède, force dirigée vers le haut qui s'applique au centre de gravité du volume d'eau déplacé B. Première condition, poids du navire égale poussée de l'eau de mer. Seconde condition, les deux centres de gravité sont positionnés d'une part sur une seule et même verticale, d'autre part sur le plan de symétrie longitudinal de la coque, lui-même perpendiculaire à l'horizontale. Le symbole CL vient de l'anglais centerline. Donc les deux centres sont positionnés sur la centerline. Force of gravity, c'est le poids du navire, force dirigée vers le bas qui s'applique au centre de gravité, toujours en Newton. Force of buoyancy, c'est la poussée d'Archimède, force dirigée vers le haut qui s'applique au centre de carène B, buoyancy, toujours exprimée en Newton. Centerline, ligne de foi du navire par laquelle passe le plan de symétrie longitudinale de la coque, lui-même perpendiculaire à l'horizontale. Autrement dit, le centre de gravité G et le centre de carène B sont positionnés sur la même verticale, laquelle est confondue avec le plan vertical passant par la ligne de foi. Force of gravity est égale au produit de la masse du navire multiplié par la gravité, c'est la première formule à gauche. Force of buoyancy est égale au produit de la densité de l'eau de mer, du volume d'eau déplacé et de la gravité. Ici, vous observez les 4 points de référence. Attendez, je suis obligé de m'excuser parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui tape à la porte. Non? Bon. Excusez-moi pour cette interruption. Donc, le métacentre, M, le métacentre transversal plus particulièrement, avec la gîte, le centre de carène B va s'écarter de la centerline en suivant un arc de cercle dans le centre et le métacentre transversal. G, le centre de gravité, B, le centre de carène, buoyancy, K, kill, le point de référence, c'est-à-dire que la hauteur de différents points sur la coque sont calculés à partir de ce point K. Attention, dans tout ce qui va être dit à propos du métacentre transversal, la gîte est inférieure à 10 degrés. En effet, au-delà, le métacentre transversal n'est plus sur la centerline. Pour que le métacentre soit sur la centerline, il faut que la gîte soit inférieure à 10 degrés. Si la gîte est égale à 10 degrés ou supérieure à 10 degrés, le métacentre n'est plus sur la centerline. On en parlera longuement dans 15 jours quand on parlera de stabilité. Les 4 points de référence permettent de distinguer 2 éléments fondamentaux pour le calcul de la stabilité, BM et GM. Donc, nous avons dans l'ordre KG, hauteur du centre de gravité au-dessus de la quille, KB, hauteur du centre de carène au-dessus de la quille, KM, hauteur du métacentre au-dessus de la quille, toujours en référence par rapport au point K. Ce qui fait que maintenant, à partir de KM et de KB, je vais pouvoir déterminer BM, qui est le métacentrique radius. À partir de KM et de KG, je vais pouvoir déterminer GM, qui est le métacentrique height. Personnellement, je vous recommande vivement d'utiliser les termes britanniques parce qu'il peut y avoir des confusions
il peut y avoir des confusions avec les termes utilisés en français. Donc, conserver celle qui est reconnue internationalement, hein, par exemple GM, BM, Metacentric 8, Metacentric Radius, hein, plutôt que d'essayer d'en utiliser une autre. Conseil amical. Les points G, B et M sont positionnés par rapport au point K. KG, hauteur du centre de gravité au-dessus de la quille. KB, hauteur du centre de carène au-dessus de la quille. KM, hauteur du métacentre au-dessus de la quille. Connaissant KB et KM, on peut calculer BM, le métacentrique radius, tel que BM égale KM moins KB. Connaissant KG et KM, on peut calculer GM, le métacentrique 8, tel que GM égale KM moins KG. Ces éléments-là, métacentrique 8 et métacentrique radius, vont être utilisés tout le temps, dans 15 jours. Et on va s'intéresser maintenant au mouvement du centre de gravité. Dans ce schéma, en se posant sur le pont, l'hélicoptère ajoute son poids au-dessus du centre de gravité. Conséquence, G se déplace vers le lieu où le poids est ajouté, donc il progresse vers le haut. Vous voyez, mon petit schéma G avant que l'hélicoptère se pose, mon centre de gravité, G1, quand l'hélicoptère est posé. G s'est bien déplacé vers le haut, c'est-à-dire vers le lieu où le poids est ajouté. Dans ce schéma, en vidant le réservoir, on retire du poids au-dessous du centre de gravité. G s'écarte du lieu d'où le poids est retiré, donc il progresse vers le haut. Du poids est retiré sous le centre de gravité, le centre de gravité passe de G en G1. G s'écarte du lieu d'où le poids est retiré. Dans ce schéma, une masse du navire est déplacée de bâbord en tribord. G se déplace vers le lieu où le poids s'est déplacé. Donc, il se déplace vers tribord. On voit bien, la masse est à gauche, à bâbord, je la transporte à tribord. Le centre de gravité évolue de G en G1. Supposons une masse M posée sur le pont avant d'être soulevée par un mât de charge. Au moment où cette masse décolle du pont d'1 millimètre, c'est comme si cette masse s'était élevée instantanément à hauteur de la tête de mât de charge, à 12 mètres au-dessus du pont, ce qui a pour effet de réduire la stabilité du navire. L'élévation instantanée est égale à la distance verticale entre la position du poids dès qu'il décolle et la tête du mât de charge. Qui est-ce qui est concerné par ce problème? Évidemment, tout navire qui a à bord une grue, mais aussi les chalutiers quand ils soulèvent le chalut, ou les seineurs quand ils soulèvent leur immense filet qu'on appelle la seine. Ici, nous avons diminution de la stabilité par effet de carène liquide. Supposons un volume d'eau de mer ayant envahi le fond de la coque du navire, le déplacement du volume d'eau avec la gîte vers tribord va provoquer le déplacement du centre de gravité vers tribord. Vous voyez, le centre de gravité pour un angle de gîte θ, c'est l'angle de gîte. Pour un angle de gîte de 0 degré, le centre de gravité est centré. Pour un angle de gîte de 5 degrés, le centre de gravité se déplace. Pour un angle de gîte de 10 degrés, il se dépasse et atteint 10 degrés. Alors attention, la gîte, c'est quand l'inclinaison, la gîte, c'est l'inclinaison du navire sous l'effet d'un élément extérieur. Par exemple, la gîte d'un voilier à cause du vent. La bande, c'est une inclinaison du bateau parce qu'on déplace des poids à l'intérieur. Hein, la notion de gîte et la notion de bande. Hein, la bande, c'est quand on déplace des masses à l'intérieur, ben, l'inclinaison, le bateau s'incline, il s'incline, ok, ben ça c'est la bande.
Si le voilier s'incline à cause de la force du vent, ok, ça c'est l'agite. Diminution de la stabilité par fluidité. À gauche, la vanne étant fermée, les deux réservoirs ne communiquent pas. Peu d'effet de surface libre. À droite, la vanne est ouverte. Les deux réservoirs communiquent. Effet de surface libre intense. Effet de surface libre, ça veut dire quoi? Eh bien, regardez la position du centre de gravité. Le centre de gravité monte. Du fait de la surface libre, le centre de gravité s'élève, ce qui va compromettre la stabilité du navire. On dit qu'il y a diminution de la stabilité par fluidité. Le moment d'inertie, on pourrait dire le moment quadratique, c'est la même chose. Le moment d'inertie d'une surface de flottaison est une grandeur qui caractérise l'inertie d'une surface rectangulaire vis-à-vis des mouvements de rotation. Posons un livre à plat. On appuie sur sa couverture, 29,7 sur 21. Posons ce même livre, on appuie sur la tranche, 29,7 sur 5. C'est la surface du rectangle, la surface rectangulaire occupée par le livre. En haut, le rectangle 29,7 sur 21, en bas 29,7 sur 5, toujours en rectangle, en surface rectangulaire. Dans quelle position est-il le plus difficile à basculer? Le moment d'inertie pour un rectangle de 29,7 que multiplie 21 est supérieur au moment d'inertie pour un rectangle de 29,7 que multiplie 5. Supposons un compartiment rectangulaire mesurant 4 mètres de largeur et 6 mètres de longueur. Supposons ce compartiment situé dans un flotteur rectangulaire qui mesure 8 mètres de largeur et 6 mètres de longueur. Le moment d'inertie d'un rectangle de surface rectangulaire est I égale L petit l, c'est-à-dire la largeur puissance 3, que multiplie la longueur, que divise 12. I, donc le moment d'inertie, est exprimé en mètres puissance 4. En appliquant cette formule, on trouve moment d'inertie du comportement rectangulaire, 32 mètres puissance 4. Moment d'inertie du flotteur rectangulaire, 256 mètres puissance 4. Le compartiment mesurant 4 mètres de largeur et 6 mètres de longueur étant partiellement envahi d'eau de mer, cela réduit à néant son moment d'inertie de 32 mètres puissance 4. Diminution de la stabilité par fluidité, 32 mètres puissance 4 sur 256 mètres puissance 4. Si on fait le rapport, diminution de la stabilité par fluidité, 32 que divise 256 égale 0,125 ou 12,5%. Le fait que le compartiment soit rempli et une voie d'eau, ça fait une diminution de stabilité de 12,5%. Ce qui fait la dangerosité d'une voie d'eau, c'est sa surface. Vous voyez, un exemple simple, là encore dans les petits exercices qu'on peut faire avec des élèves et leur faire comprendre les choses. Vous voyez, on prend la même quantité d'eau, la même quantité d'eau, et on la met dans un verre. Et on met cette même quantité d'eau dans une assiette. Et on demande à un élève de courir avec le verre à la main et à un autre élève de courir avec l'assiette. Et on s'aperçoit que, eh bien, l'eau qui est dans le verre n'aura pas bougé, alors qu'il y aura peut-être plus d'eau du tout dans l'assiette. Donc, c'est bien la surface qui pose problème d'une voie d'eau. Et d'ailleurs, plus un bateau est large, plus en cas de voie d'eau, ça pose des problèmes. Si on avait divisé le compartiment de 4 mètres de largeur et de 6 mètres de longueur en deux compartiments de 2 mètres de largeur et de 6 mètres de longueur, le moment d'inertie d'un compartiment serait réduit à 4 mètres puissance 4. Ce qui fait que le moment d'inertie des deux compartiments, I', c'est 8 mètres puissance 4. Le moment d'inertie du flotteur ne change pas, donc toujours 256 mètres puissance 4. Le moment d'inertie de 8 mètres puissance 4 est perdu en cas de voie d'eau, puisque maintenant ils sont inondés.
Diminution de la stabilité par fluidité, on fait le petit calcul et qu'est-ce qu'on trouve? 3,125%. Or, 3,125, c'est exactement le quart de 12,5. En divisant le compartiment par deux, à l'aide d'une cloison longitudinale, on diviserait par 4 la diminution de stabilité. Et ne vous inquiétez pas, vous trouverez dans les documents qui seront mis en ligne dès demain matin, auxquels vous pourrez accéder évidemment, eh bien, tous ces exemples-là sont développés, c'est-à-dire qu'on va au fond des choses, hein, pour bien, enfin j'espère, pour bien faire comprendre les choses. C'est-à-dire que ne vous affolez pas sur les formules, les choses comme ça. Tout ça, ça sera retrouvé noir sur blanc sur le document auquel vous aurez accès. Mais moi, ce qui m'intéresse, que vous reteniez, c'est qu'en divisant le compartiment par deux à l'aide d'une cloison longitudinale, on diviserait par 4 la diminution de stabilité. D'ailleurs, ce moment d'inertie, le cube de la largeur que multiplie la longueur que divise 12, eh bien, on va le retrouver dans 15 jours, mais cette fois-ci pour calculer, justement, pour calculer le rayon entre le métacentre et le B, le BNC center. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouvera. Vous voyez, là encore, je vous ai mis un petit exemple, c'est pour un calcul. Vous voyez, on peut calculer, donc on peut calculer la diminution de la fluidité. En fait, vous remarquez que à la formule de l'inertie, on rajoute la densité de l'eau de mer, c'est exactement la même formule, mais cette fois-ci, on trouve des tonnes mètres. En l'occurrence, là, avec, si c'est le compartiment mesurant 4 mètres de largeur, 6 mètres de longueur et partiellement envahi d'eau, quelle est la perte de stabilité? Eh mon bateau perd 32,8 tonnes mètres pour se redresser. La diminution de stabilité par fluidité correspond à une diminution de GM à cause de l'augmentation de Kg. Là aussi, je vous ai mis les termes anglo-saxons. Vous voyez, rise of Kg, diminution de GM, d'accord, le free surface correction, c'est-à-dire on est capable de déterminer de combien le point G1 s'écarte du point G0. Hein, on voit bien cette diminution de GM, cette extension de Kg. Là encore, je vous la montre, hein, ça se calcule, d'accord, ce sont des choses qui peuvent se calculer. Évidemment, comme ce sont des normes britanniques, eh bien évidemment qu'on va calculer plutôt en pied. Hein. Voilà. Là encore, ce document-là, vous le retrouvez en noir sur blanc sur les documents mis à disposition. On va s'intéresser maintenant à mes 3 petits schémas. Schéma de gauche, position du centre de gravité sur la coque indemne. Schéma du centre, diminution de la stabilité par fluidité due à une masse d'eau embarquée dans un compartiment fermé, ce qui a pour effet une élévation du centre de gravité. Là, il y a diminution de la stabilité par fluidité. Schéma de droite, diminution de la stabilité par libre communication, c'est-à-dire que la coque est trouée et l'eau rentre dedans, ce qui a pour effet une élévation encore plus grande du centre de gravité. Vous voyez, ce sont les deux grandes causes qui vont compromettre la stabilité d'un navire. C'est la diminution de la stabilité par fluidité, la diminution de la stabilité par libre communication. L'effet de libre communication avec la mer, il y a successivement un embarquement de poids, celui de la masse d'eau d'envahissement, donc il va forcément déplacer le centre de gravité. Une diminution de la stabilité par fluidité, ben, si le bateau penche vers tribord, eh bien, la masse d'eau va s'accumuler vers tribord, ben, ça va déplacer G. Et si en plus il y a un trou dans la coque, un effet de libre communication avec la mer. Alors, quel est le problème? Ben, le petit schéma, je pense qu'il permet de se rendre compte assez rapidement que finalement, c'est comme si il manquait un morceau du bateau. Le fait qu'il y ait la voie d'eau communique avec la mer, qu'il y a un trou dans la coque, eh ben, c'est comme si ce compartiment n'existait pas dans le bateau. Là, j'ai fait une coupe transversale, mais j'aurais pu faire la même chose en longitudinal.
Supposons qu'une brèche perce la coque du navire, avec pour conséquence que le compartiment envahi communique avec la mer. L'eau pénétrant par la brèche, le niveau de l'eau monte jusqu'à la flottaison F1L1, schéma de gauche. L'eau continuant à pénétrer par la brèche, le navire prend la bande. Du fait de cette inclinaison, la masse d'eau embarquée s'accroît. La flottaison intérieure passe de F1L1 à F2L2. Du fait de cette inclinaison, la masse d'eau embarquée s'accroît. Le navire prend encore plus la bande. La flottaison intérieure passe de F2L2 à F3L3. L'effet de libre communication avec la mer est donc l'équivalent de l'embarquement d'un poids, celui du volume d'eau entre les flottaisons F2L2 et F3L3, donc d'une aggravation de l'effet de carène liquide simple, c'est-à-dire déplacement du centre de gravité. Et au final, quand on additionne tout ça, c'est comme si tout d'un coup on avait enlevé du bateau tout ce volume. Par exemple, quand on parle du Titanic, où on avait dit qu'il y avait sept cales qui avaient été traversées par le glaçon, eh bien, il faut savoir que c'est comme si tout d'un coup, dans la coque de ce navire, on avait enlevé les 7 volumes, hein, les 7 volumes de percée. Nous allons nous intéresser maintenant au mouvement des centres de carène. Donc là, on a vu les mouvements du centre de gravité, parce que tout ça, on en a besoin quand on parlera de stabilité la semaine prochaine, enfin la fois prochaine. Au centre de carène B s'applique la poussée d'Archimède pi. Avec la nouvelle charge, la coque s'enfonce dans la mer. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez dans mon petit schéma, on s'aperçoit que le pont, petit à petit, est de plus en plus bas sur l'eau. Mais vous remarquez qu'en même temps que le pont est de plus en plus bas sur l'eau, c'est-à-dire que la ligne de flottaison grimpe, d'accord? Qu'est-ce que c'est qui monte? Ce qui monte, c'est le centre de carène B qui grimpe, qui s'éloigne de sa position initiale. Le centre de carène suit la ligne de flottaison. Plus le bateau s'enfonce, plus la ligne de flottaison monte, plus le centre de carène monte. La masse du chargement augmente, le tirant d'eau augmente, B s'éloigne de la quille. Regardez, KB pour un tirant d'eau de 16 pieds. KB indice 20 pour un tirant d'eau de 20 pieds. KB indice 24 pour un tirant d'eau de 24 pieds. Donc on a bien, alors que la masse du chargement augmente, le tirant d'eau augmente, donc B s'éloigne de la quille. La référence, ça sera toujours le point K. Avec la gîte, le centre de carène s'écarte de la ligne de foi en suivant un arc de cercle dont le centre est le métacentre transversal. Et vous avez mes petits points rouges, d'accord, qui montrent les différentes positions de B, du centre de carène, en fonction des angles de gîte inférieurs à 10 degrés. On est bien d'accord, inférieur à 10 degrés, de 0 à 10 degrés. Quand la masse du chargement augmente, le tirant d'eau augmente. Le centre de carène B se déplace vers le haut, le métacentre M se déplace vers le bas. Vous voyez, au fur et à mesure, B se déplace, B indice 1, il se déplace, eh bien, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que M indice 1 se déplace vers le bas. C'est-à-dire que le centre de carène et le métacentre se déplacent à l'opposé. Quand la masse du chargement augmente, le tirant d'eau augmente, le centre de carène B se déplace vers le haut, le métacentre M se déplace vers le bas. Donc forcément, à l'inverse, quand la masse du chargement diminue, le tirant d'eau diminue, le centre de carène B se déplace vers le bas, le métacentre M se déplace vers le haut. C'est-à-dire que le centre de carène et le métacentre se déplacent à l'inverse. Quand l'un monte, l'autre descend.
La position du centre de carène varie avec la gîte. La position du centre de gravité ne varie pas avec la gîte. G ne bouge pas. Qu'est-ce que c'est qui change? B indice 0 qui devient B indice 1 avec la gîte. Là encore, une gîte inférieure à 10 degrés. Pourquoi? Parce que M est sur centerline. La verticale passant par le centre de carène et la verticale passant par le centre de gravité s'écartent avec la gîte. Le poids du navire, force s'appliquant au centre de gravité G, s'exerce toujours verticalement vers le bas. La poussée d'Archimède, force s'appliquant au centre de carène B, s'exerce toujours verticalement vers le haut. Nomenclature des éléments du couple de force. Donc l'angle θ, l'angle d'inclinaison, donc bande ou gîte. G, le centre de gravité. B indice 0, le centre de carène initial. B indice 1, suite à l'inclinaison. Delta, la force de gravité. Pi, la poussée d'Archimède. Et M, le métacentre. La verticale passant par le centre de carène B et la verticale passant par le centre de gravité G sont écartées. La poussée d'Archimède s'exerçant verticalement à partir du centre de carène et le poids du navire s'exerçant verticalement à partir du centre de gravité, ces deux forces sont écartées. Ces deux forces créent un couple de forces. Vous voyez? Alors évidemment, ce qui est important, c'est que la force de gravité delta est égale à la poussée d'Archimède pi. Donc là, on a un couple de forces. À partir du couple de forces verticales formé par le poids du navire et la poussée d'Archimède, on peut déterminer le moment en prenant en compte la distance horizontale entre les deux verticales passant par le centre de carène et le centre de gravité. Ultérieurement, nous verrons qu'il s'agit du moment de redressement du navire. Voilà, donc là on a vu globalement les notions fondamentales de flottabilité, et là nous allons nous intéresser maintenant au mouvement de plateforme. À la translation rectiligne uniforme du navire en route libre par mer calme, se superposent toujours des mouvements de plateforme dus à l'état de la mer. Ces 6 mouvements élémentaires ne sont jamais indépendants les uns des autres. Cavalement des oscillations périodiques sur l'axe X. Embardé des oscillations périodiques sur l'axe Y. Pilonnement des oscillations périodiques sur l'axe Z. Roulis, rotation périodique autour de l'axe X. Tangage, rotation périodique autour de l'axe Y. Lacet, rotation périodique autour de l'axe Z. Donc là, on a vu les 6 mouvements élémentaires qui sont dus à l'action des vagues sur le navire. On va s'intéresser d'abord au roulis. Au roulis, c'est-à-dire aux rotations sur l'axe X. Le roulis est maximum avec la mer de travers. Le roulis est autant contraignant avec la mer de 3/4 arrière qu'avec la mer de travers. Le roulis est moins contraignant avec la mer de l'arrière qu'avec la mer de 3/4 arrière. Le roulis est peu contraignant avec la mer de l'avant.
Qu'est-ce que c'est qu'on appelle le roulis forcé d'un navire? Le roulis d'un navire résulte toujours de la superposition du roulis propre au navire et du roulis dû à une houle traversière. On parle de roulis forcé. Dans mon petit schéma, j'ai illustré en rouge le roulis forcé quand le navire roule sur bâbord et en vert sur tribord. Alors, la période de roulis propre au navire est associée à la distance métacentrique Zm. Qu'est-ce que la distance métacentrique Zm? Quand la coque gîte, la verticale issue du centre de carène vient couper l'axe de symétrie au point métacentrique H. Vous voyez que sur mon schéma, il y a deux cas. Le premier cas avec une gîte inférieure à 10 degrés. Le second cas avec une gîte égale ou supérieure à 10 degrés. La première chose que vous pouvez remarquer, c'est que dans le cas où la gîte est inférieure à 10 degrés, les points H et M sont confondus. Le point M, c'est le métacentre, en l'occurrence le métacentre transversal. Le point H, c'est le point métacentrique. Premier cas, quand l'angle de gîte est inférieur à 10 degrés, le point métacentrique H et le métacentre M sont confondus sur l'axe de symétrie. Second cas, à droite, quand l'angle de gîte est égal ou supérieur à 10 degrés, le point métacentrique H et le métacentre sont deux points différents. Et vous remarquez que M n'est plus sur centerline. Dans le premier cas où la gîte est inférieure à 10 degrés, M est positionné sur centerline et en l'occurrence confondu avec H, le point métacentrique. Quand la gîte devient supérieure ou égale à 10 degrés, le point M s'écarte. Le point M s'écarte de la centerline. Par contre, évidemment, le point H reste toujours sur l'axe de symétrie puisqu'il est dans le prolongement de la verticale passant par le centre de carène qui vient couper le centerline. Et on verra son importance la prochaine fois. Donc, quel est Zm? Eh bien, Zm, vous voyez, c'est quand l'angle de gîte est inférieur à 10 degrés, ben c'est Zm égale Gm. Mais on peut dire quand l'angle est inférieur à 10 degrés que Gm est égal à GH. GH ou Gm, c'est la même chose, c'est-à-dire Zm. Par contre, quand l'angle est supérieur ou égal à 10 degrés, vous remarquez que GH, d'accord, n'a rien à voir avec GM, ça n'a pas de sens. Zm, distance métacentrique. Premier cas, J est inférieur à 10 degrés, métacentre M et point métacentrique H sont confondus. Zm égale GH, donc Zm égale Gm. Second cas, J est égal ou supérieur à 10 degrés, métacentre M et le point métacentrique H sont distincts. Zm égale GH, donc Zm n'a rien à voir avec Gm. Donc il s'agit bien de Zm, c'est-à-dire GH. La période de roulis propre au navire est associée à distance métacentrique Zm. À une distance métacentrique Zm plus longue sur un navire plus large correspond une période de roulis plus courte. À une distance métacentrique Zm plus courte sur un navire moins large correspond une période de roulis plus longue. Quel est l'intérêt? Pour le confort de la vie à bord, plus la période de roulis propre au navire est courte, plus le roulis est vif, donc plus fatigant. Plus la période de roulis propre au navire est longue, plus le roulis est lent, donc moins fatigant. La période de houle les plus courantes sont comprises entre 6 et 10 secondes. Mais il faut savoir qu'à l'extrême, ça varie entre 3 et 20 secondes. Pour éviter le roulis synchrone, c'est-à-dire que la période
du navire doit être inférieure à 6 secondes, la période propre du navire doit être inférieure à 6 secondes, on trouve une valeur minimum de Zm. Zm, je vous rappelle, la distance métacentrique. Okay, on a une valeur, 0,016, le carré de la largeur de flottaison, pour un petit navire de faible largeur de flottaison. Où on va chercher au contraire une période de roulis propre supérieure à 10 secondes, et ça c'est plutôt pour un grand navire de grande largeur de flottaison. Qu'est-ce qu'on va essayer d'éviter à tout prix? C'est justement d'avoir le roulis propre du navire compris entre 6 et 10 secondes. Pourquoi? Parce que la période de houle les plus courantes sont comprises entre 6 et 10 secondes. Alors c'est vrai qu'exceptionnellement, elles peuvent varier entre 3 et 20 secondes. Les grandes houles, les grosses tempêtes, eh bien, elles vont plutôt vers 16 secondes. OK? Mais on peut pas, le bateau il peut pas, il est pas malléable, hein, il n'est pas accordéon. Donc on va le caréner par rapport aux périodes de houle les plus courantes, c'est-à-dire entre 6 et 10 secondes. Les petites valeurs Zm supérieures à 0,016, le carré de la largeur de flottaison, tout ça, on y reviendra dans 15 jours. C'est pour ça, vous retrouvez de toute façon dans le document qui va être, auquel vous pourrez accéder demain. Et de toute façon, on y revient dessus dans 15 jours. Mais ce qui m'intéresse, vous reteniez, c'est qu'on s'arrange pour que le roulis propre du navire, soit inférieur à 6 secondes quand c'est un petit navire de faible largeur de flottaison, supérieur à 10 secondes pour un grand navire de grande largeur de flottaison. Premier cas, la période de roulis propre au navire est inférieure à la période de la houle. L'amplitude du roulis forcé est importante par rapport à la verticale, mais faible par rapport à la surface de la houle. Sur la face avant de l'ondulation, la forte inclinaison du navire, en orientant le pont vers le creux précédent, maintient le franc-bord. Schéma 1. Sur la face avant de l'ondulation, la forte inclinaison du navire, en orientant le pont vers le creux précédent, maintient le franc-bord. En 2, sur la crête, le redressement vertical du navire maintient le franc-bord. En 3, sur la face arrière de la vague, la forte inclinaison du navire en orientant le pont vers le creux suivant maintient le franc-bord. Sur la 4, dans le creux, le redressement vertical du navire maintient le franc-bord. Donc là, on est dans le premier cas, la période de roulis propre au navire est inférieure à la période de la houle. Deuxième cas, la période de roulis propre au navire est supérieure à la période de la houle. En 1, sur la face avant de l'ondulation, la faible inclinaison du navire, en orientant le pont vers la crête, diminue le franc-bord. Sur la face avant de l'ondulation, la faible inclinaison du navire, en orientant le pont vers la crête, diminue le franc-bord. Sur la crête de la vague, le redressement vertical du navire rétablit le franc-bord. Sur la face arrière de la vague, la faible inclinaison du navire, en orientant le pont vers la crête, diminue le franc-bord. Dans le creux, le redressement vertical du navire rétablit le franc-bord. L'amplitude du roulis forcé est faible par rapport à la verticale, mais important par rapport à la surface de la houle. Troisième cas, c'est le pire. La période de roulis propre au navire est égale à la période de la houle.
avec la hauteur des vagues, il y a diminution du moment de redressement sur la crête des vagues à cause de la force centrifuge orientée vers le haut. Il y a augmentation du moment de redressement dans le creux des vagues à cause de la force centrifuge orientée vers le bas. Et vous voyez que le navet, ce qui risque d'arriver, au bout d'un moment, c'est que comme il y a une impulsion de plus en plus forte au passage des creux qui amortit de moins en moins avec le passage de la crête, et bien du coup, au bout d'un moment, le bateau va engager. Engager, ça veut dire qu'il va plonger son pont dans l'eau, et là, tout peut arriver. Là, nous allons parler d'un phénomène très particulier qui est lié aux navires mastodontes de type, justement, ces porte-containers, le roulis paramétrique. Au cours de ces dernières années, le roulis paramétrique a été la cause de très lourdes pertes de conteneurs. Pour un porte-conteneur pris dans du gros temps, des coups de roulis soudains peuvent se produire sans préavis, entraînant les piles de conteneurs à basculer comme des dominos. À cause du roulis rythmique, sur les 1300 conteneurs que comptait la pontée d'un porte-conteneur pris dans une tempête, 400 sont passés par-dessus bord et partis à la dérive. 400 autres ont subi de lourdes avaries, certains pendaient le long des murailles du navire, toujours retenus par leur dispositif de saisissage, soit au total 100 millions de dollars de pertes. Actuellement, les porte-conteneurs peuvent transporter jusqu'à 20 000 boîtes. Le roulis paramétrique, qu'est-ce que c'est? Le roulis paramétrique, c'est des amplitudes de tangage élevées. La gîte au roulis atteignant des angles de 40 degrés. Je ne sais pas si vous imaginez ces monstres gités de 40 degrés. Le maximum de la gîte se produisant lors du tangage extrême. Des embardées de 30 à 40 degrés rendant la tenue de route impossible. Le roulis paramétrique se produit par mer de l'avant, avec des vagues venant d'un secteur de 25 à 35 degrés de chaque bord compté depuis l'étrave, avec une combinaison défavorable de la hauteur des vagues supérieure à un seuil, évidemment en fonction de la taille du bateau, de la longueur d'onde des vagues en fonction de la longueur du navire, de la période des vagues rencontrées proche de la moitié de la période naturelle de roulis du navire, du dévers de la proue trop prononcé, d'un faible amortissement de roulis. On parle de roulis paramétrique quand un des paramètres descriptifs du roulis varie au cours du temps. Les porte-containers ont actuellement des longueurs correspondant aux périodes des vagues que l'on trouve dans le Pacifique ou l'Atlantique. Milieu du navire sur une crête, en jaune, le moment de redressement diminue. Milieu du navire sur un creux, en rouge, moment de redressement augmente. C'est cette succession alternative de variations du moment de redressement qui, en rentrant en synchronisme avec les trains de houle, favorise l'apparition d'un roulis extrême qualifié de roulis paramétrique. La forme des coques des porte-containers elle-même correspond plus à une exigence de maximisation du chargement qu'à la recherche de la meilleure navigabilité. Regardez mon petit schéma, j'ai mis par 2 lignes blanches pour bien mettre en valeur l'ouverture, le dévers de l'étrave. Par exemple, sur les porte-containers, le dévers a continuellement augmenté pour atteindre des valeurs bien au-dessus des 45 degrés pour augmenter le nombre de containers en pontée. C'est pour pouvoir mettre le plus possible de containers sur la longueur du bateau qu'on a écarté à ce point le dévers de l'étrave, d'accord, et c'est ça qui crée le danger. On a vu le roulis, on va s'intéresser maintenant au dispositif de stabilisation en cas de roulis. On peut classer les dispositifs de stabilisation des navires soumis au roulis en 2 catégories. D'une part, les dispositifs passifs qui ne nécessitent pas d'apport d'énergie. D'autre part, le dispositif actif qui nécessite un apport d'énergie extérieure.
Parmi les dispositifs passifs ne nécessitant pas d'apport d'énergie, on compte les quilles fixes de roulis, comme dans le cas de ce petit bateau de pêche. Parmi les dispositifs passifs ne nécessitant pas d'apport d'énergie, on compte les citernes passives. Vous voyez, quand le roulis de tribord vers bâbord va s'amorcer, la citerne tribord est pleine. Quand le roulis de bâbord vers tribord va s'amorcer, la citerne bâbord est pleine, et ainsi de suite. Citerne passive. Parmi les dispositifs actifs nécessitant un apport d'énergie extérieure, on compte les ailerons dynamiques. Donc j'ai représenté un petit schéma avec en vert l'aileron tribord, en rouge l'élément bâbord. Donc vous voyez que on va utiliser, l'angulation de ces ailes, de ces ailerons, pour créer une poussée hydrodynamique qui vient contrer le mouvement de roulis. Parmi les dispositifs actifs nécessitant un apport d'énergie extérieure, on compte les citernes actives. Tout à l'heure, c'était naturellement que ça se faisait. Ici, vous voyez, on va utiliser des vérins qui vont pousser l'eau. Il s'agit d'obtenir la citerne tribord remplie quand le roulis va se déclencher vers bâbord, la citerne bâbord remplie quand le roulis va se déclencher vers tribord. L'eau étant poussée vers bâbord ou vers tribord par des vérins et un opercule qui pousse l'eau. Parmi les dispositifs actifs nécessitant un apport d'énergie extérieure, on compte la translation transversale de masse solide mobile. Alors ça représente notre porte-avions, le Charles de Gaulle. Vous voyez, il y a 12 trains répartis transversalement, mais aussi des ailerons. Là, on voit les ailerons à bâbord et à tribord, par transparence, comme si on voyait par transparence. Et en haut, j'ai représenté le petit train. La partie opérative du système est constituée de 12 trains, de 12 chariots à 4 roues. Masse d'un train, 22 tonnes. Pouvant se déplacer sur la largeur du navire. Chaque train est entraîné par un moteur électrique entraînant le câble. 2 freins permettent l'arrêt des masses. Donc c'est l'ensemble de ces trains, d'accord, qui va permettre d'obtenir plus ou moins 0,5 degré de différence, c'est tout. Même pas 1 degré. Donc là, on a vu le roulis, on va s'intéresser maintenant au cavalement. Le cavalement, c'est une oscillation sur l'axe X, d'avant en arrière. Le cavalement est le plus marqué par mer de l'arrière où il est maximum. Le cavalement est moins marqué par mer de l'avant que par mer de l'arrière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Vous voyez, quand la longueur d'onde de la houle est voisine de la longueur de flottaison du navire, ce qui est le cas de tous les grands navires actuellement, avec mer de l'avant, le cavalement toujours inférieur à la longueur du navire que divise 50. C'est-à-dire que le bateau fait des mouvements d'avant en arrière d'un 50e de la longueur flottaison. Par contre, par mer de l'arrière, le cavalement est toujours supérieur au 20e de la longueur de flottaison. Donc là, du coup, on divise la longueur par 20. Si c'est de 100 mètres, ben c'est facile, hein, ça fait 10 mètres. Donc le navire va avoir ces mouvements d'oscillation de plus ou moins 10 mètres à chaque passage de crête. Le cavalement. On va s'intéresser maintenant au tangage. Donc le tangage, c'est la rotation sur l'axe des Y. Le tangage est le plus marqué avec la mer de l'avant. Le tangage est à peine moins marqué avec la mer du quart avant qu'avec la mer de l'avant.
Le tangage est moins marqué avec la mer de trois quarts arrière qu'avec la mer de l'arrière. Donc le tangage, évidemment, ce moment, évidemment, le plus dur, c'est quand on rencontre le navire, ça revient à la rencontre du navire par l'avant, d'accord. Et si jamais on prend l'exemple des porte-conteneurs dont on parlait tout à l'heure, justement, c'est la partie où la vague va pouvoir le plus appuyer, c'est-à-dire sur cette étrave très évasée, cette proue très évasée. Le tangage est provoqué par la rencontre frontale de la coque avec les vagues. Le tangage et le pilonnement sont des mouvements toujours liés. Donc toujours tangage et pilonnement. Tangage et pilonnement. On avait vu cette résistance due au tangage, hein, déjà dans d'autres cours, on a parlé de progression du navire. Le tangage provoqué par la rencontre de la coque avec les vagues de la mer du vent ou de la houle, le contraire, est un frein extrêmement puissant. On avait vu que le tangage dépend des élancements et de la répartition des poids à bord. Il est plus ou moins provoqué sur le volume et le poids des élancements. Il est plus ou moins amorti sur la répartition des poids à bord. Moins le tangage est rapidement amorti, plus le navire perd de vitesse au passage des crêtes de vagues. Il peut arriver que le soulèvement de la proue coïncide avec un creux de vague. À ce moment, la proue émerge de l'eau. Lorsque la proue entre de nouveau dans l'eau, elle peut le faire en subissant un choc très important. C'est alors ce qu'on appelle le tossage, vous vous en souvenez, ce qui déclenche le fouettement, phénomène de vibration dans les structures des fonds de la coque à l'avant. Tout ça, on l'avait vu quand on avait parlé de construction du navire, et on avait vu ce petit schéma. Vibration de la coque due au tossage, donc au fouettement, au soufflet, quand les vagues frappent la proue ou la poupe du navire, soufflet au sens accordéon du terme, ou soufflet dû à son système de propulsion. Rappelez-vous ces termes à retenir hein, pour préparer au CEIMER. Hein. Alors, pounding ou tossage, enfin en tout cas en français c'est sûr. Hein, le slamming, fouettement, tout ça vous l'avez déjà. Hein. Le panting, le soufflet, la torsion, hein, donc les phénomènes de vibration dans la structure du fond, etc. Donc ce sont des termes à retenir, c'est important. Je les ai mis là pour mémoire. On va s'intéresser aux embardés. Les embardés sont importants par mer de l'arrière. Les embardés avec la mer de trois quarts arrière sont plus marqués qu'avec la mer de l'arrière. Les trois quarts arrière, ça veut dire sur la hanche. Les lacets, c'est-à-dire rotation sur l'axe des Z. Les lacets sont importants par mer de l'arrière. Les lacets sont encore plus marqués avec la mer de trois quarts arrière qu'avec la mer de l'arrière. Lié à la conception architecturale de la carène, la stabilité de route du navire caractérise l'aptitude du navire à revenir sur son cap après en avoir été écarté par une vague, et cela sans actionner le gouvernail. Le pilonnement, oscillation sur l'axe des Z, important avec la mer de l'avant. Vous vous rappelez, on avait dit que c'était lié avec le tangage. Encore plus important avec la mer du quart avant qu'avec la mer de l'avant. Notable par mer de l'arrière. Moins marqué qu'avec la mer de trois quarts arrière qu'avec la mer de l'arrière, mais tout de même marqué. Le pilonnement est favorisé quand la longueur d'onde de la houle est égale à la longueur de flottaison du navire. Le pilonnement et le tangage sont des mouvements toujours liés. Donc on va s'intéresser maintenant aux contraintes dues à l'angle de route par rapport à la mer. Je vous ai mis quelques petits schémas. Mer de l'avant. Avec la mer de l'avant, les mouvements les plus marqués sont le tangage et le pilonnement, en plus desquels il faut prendre en compte l'embarquement de l'eau, qui vient submerger la partie avant, le fouettement, et évidemment la réduction des performances de la propulsion, c'est-à-dire que le navire il doit impérativement ralentir
Hein. Donc voilà quels sont les risques de la mer de l'avant, avec deux grands ennemis, le tangage et le pilonnement. Là, je vais vous donner quelques exemples, si vous le permettez, des petits exemples chiffrés. Vous voyez, dans le premier cas, où on a si jamais on a la longueur d'onde que divise la longueur de flottaison, on trouve 0,8, c'est-à-dire inférieur à 1. Vous voyez, si la longueur d'onde c'est de 120 mètres, si la longueur de flottaison c'est 150 mètres, si je divise 120 par 150, je trouve 0,8. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, les contraintes dues à la mer de l'avant sont faibles. Hein, c'est-à-dire que la longueur d'onde est inférieure à la longueur de flottaison du navire. Les contraintes sont faibles. Deuxième cas, la longueur d'onde, la comparaison longueur d'onde et la longueur d'onde est égale à la longueur de flottaison. Donc si je divise longueur d'onde par longueur de flottaison, on trouve 1. Si la longueur d'onde c'est 150 mètres, la longueur de flottaison 150 mètres, si je divise 150 par 150, ben évidemment je trouve 1. Là, les contraintes commencent à devenir fortes. Donc les contraintes dues à la mer de l'avant commencent à être fortes quand la longueur d'onde est égale à la longueur de flottaison. Troisième cas, la longueur d'onde est de 180 mètres, la longueur de flottaison est de 150 mètres. Si j'y vise 180 par 150, je trouve 1,2, c'est-à-dire que en divisant la longueur d'onde par la longueur d'onde de la houle par longueur de flottaison, eh bien, je trouve une valeur qui est comprise entre 1 et 1,5. À ce moment-là, les contraintes seront intenses. C'est ce qu'on retrouve dans mon schéma Dio. C'est le même que celui de tout à l'heure. Quand en effectuant une longueur d'onde de 225 mètres pour une longueur de flottaison de 150 mètres, mais si j'y vise 225 par 150, je trouve 1,5. Les contraintes sont fortes, mais elles diminuent d'intensité. Mais néanmoins, elles restent fortes. Par contre, quand la longueur d'onde est de 300 mètres et la longueur de flottaison est de 150 mètres, 300 que divise 150, c'est 2. 2, c'est bien supérieur à 1,5. Les contraintes redeviennent faibles. Donc, vous voyez l'importance qu'il y a pour la solidité des navires, l'importance qu'il y a de leur rapport entre la longueur de flottaison et la longueur d'onde des trains de houle rencontrés. Mer du quart avant. Donc là, jusqu'à présent, on n'a parlé que mer de l'avant. Mer du quart avant engage moins de contraintes qu'avec la mer de l'avant. Pilonnement, plus de contraintes qu'avec la mer de l'avant. Mer de travers. Avec la mer de travers, le mouvement du navire le plus marqué est le roulis. Le roulis est caractérisé par l'amplitude de l'inclinaison et par les accélérations de la rotation proportionnelles à l'inclinaison de l'inclinaison, à l'amplitude de l'inclinaison. Avec la mer de l'arrière, les mouvements les plus marqués sont le cavalement, les embardés et les lacets, tandis que le roulis, le tangage et le pilonnement sont loin d'être négligeables. Cavalement, contrainte maximum par mer de l'arrière. Embardé, contrainte maximum avec mer de l'arrière. Lacet, contrainte maximum avec mer de l'arrière. En clair, le bateau on ne peut pas le conduire. Évidemment, c'est une source d'accident.
Les petits navires, on en parlera une autre fois, mais les tout petits navires tout petits navires de plaisance, eux, ils ont de gros soucis quand ça commence à arriver comme ça. Là. Eux, ils n'ont pas d'autre solution que d'utiliser des ancres flottantes. Par contre, le roulis, le tangage et pilotement subsistent. Donc, le plus dangereux, enfin, certes, la mer de l'avant pose des problèmes, mais la mer de l'arrière pose d'énormes problèmes. D'énormes problèmes dans la conduite du navire. Vous voyez, c'est toujours le rapport entre la longueur d'onde et la flottaison. Quand celle-ci est inférieure à 1, les contraintes sont faibles. Quand la longueur d'onde est égale à la longueur de flottaison, ben, le rapport c'est 1. On divise l'un par l'autre, ça fait 1. Les contraintes sont fortes. Par contre, au-delà, eh bien, les contraintes deviennent intenses. Hein, dans le premier cas, si jamais la longueur d'onde c'est 120 mètres, la longueur de flottaison c'est 150 mètres, 120 divisé 150, ça fait 0,8. Dans le deuxième cas, si la longueur d'onde c'est 150 mètres, la longueur de flottaison c'est 150 mètres, la contrainte sera forte. Dans le troisième cas, si la longueur d'onde c'est 180 mètres, la longueur de flottaison c'est 150 mètres, 180 divisé 150, 1,2, contrainte intense. Mer de trois quarts arrière, les embarder plus de contraintes qu'avec la mer de l'arrière, les lacets plus de contraintes qu'avec la mer de l'arrière. Par contre, pour le tangage, le pilonnement et le roulis, on a moins de contraintes. Moins de contraintes, le tangage, moins de contraintes qu'avec la mer de l'arrière. Pilonnement, moins de contraintes qu'avec la mer de l'arrière. Et roulis, même contraintes qu'avec la mer de travers. Et surtout, développement des efforts de torsion de la coque. Par exemple, pour les multicoques, c'est l'enfer. Voilà. Je vous remercie. Je vous propose qu'on reprenne contact. C'est-à-dire que je vous redonne la parole.